Dans cette valse des gouvernements, comment se porte la Tunisie? On va décrypter cette situation tout de suite avec Hatem Nafti, essayiste franco-tunisien, auteur de ce livre « De la Révolution à la Restauration, où va la Tunisie ?» paru en novembre aux éditions Rive-Neuve. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous depuis Tunis, Madi Eloche, analyste à la Fondation Jean Jaurès à Paris, membre du bureau de l'Observatoire tunisien de la transition démocratique. Soyez le bienvenu, vous aussi. Ça tarde, vous qui êtes à Tunis, qu'est-ce qui se passe? On attend toujours les dernières nouvelles, mais bon, on risque d'attendre jusqu'au soir. Et qu'est-ce qui fuite? Il paraît que le président de la République a proposé à au moins une personnalité indépendante qui aurait refusé ce poste. Il s'agit d'un professeur de droit, Mohamed Salah Benaïs. Donc ça veut dire que c'est compliqué de trouver un Premier ministre en Tunisie à l'heure actuelle? Oui, visiblement, puisque d'une part, il y a les partis représentés au Parlement, notamment les deux premiers partis, qui entendent s'allier ensemble et former leur gouvernement, ce qui ne correspond pas aux exigences du président de la République, qui préfère une personnalité en qui il fait confiance. Ça, c'est tout l'enjeu. Hein. C'est quelqu'un de confiance pour le président Kais Saied? Absolument. Donc, si on observe ce qui s'est passé lors de la dernière nomination du Premier ministre, c'est-à-dire en janvier, les partis ont été donc invités à présenter des candidats. Et le président a opté pour un candidat qui était très peu soutenu par un parti et moyennement soutenu par un autre, totalisant une trentaine de députés sur 217. Mais Kais Saied a préféré aller choisir un homme de confiance que de se ranger sur l'avis majoritaire des deux grands partis. Sauf notamment. Que son homme de confiance, Elias Farfar, est resté au pouvoir 4-5 mois. Oui. Alors, si vous voulez, c'était un petit peu attendu dans la mesure où, justement, ne bénéficiant pas de ce soutien parlementaire, notamment des deux grands partis, à savoir Nahda et Qalb Tounes, qui étaient adversaires aux élections législatives et présidentielles, promettant de ne jamais s'allier. Mais bon, ça, c'est un classique en Tunisie, on promet de ne pas s'allier et après on court pour s'allier ensemble. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces deux partis-là, il y en a un qui était au gouvernement, à savoir le parti islamiste Nahda, et Qalb Tounes qui est resté dans l'opposition. Et Nahda, pendant des mois, pendant tous ces mois, a expliqué qu'il fallait élargir la majorité parlementaire pour y inclure Qalb Tounes. Quand ça n'a pas marché, il y a cette histoire qui est sortie, donc on ne sait pas qui effectivement a sorti cette histoire qui est véridique, hein, enfin en tout cas il y a de fortes... C'est-à-dire les soupçons de conflit d'intérêts, voilà. Il y a actuellement des enquêtes qui tentent à accréditer cette thèse. Le problème, c'est qu'on a appris aussi que au moins Nahda était au courant, enfin les principaux dirigeants de Nahda étaient au courant de ce dossier depuis au moins le mois de février. On a des déclarations dans ce sens. On voit que la cuisine politique est compliquée en Tunisie, et puis on va le voir au Parlement aussi, où c'est plutôt la pagaille. Le reportage de notre correspondante Maureen Mercier. Du jamais vu au sein de l'Assemblée tunisienne, des partis qui s'écharpent à coups de Facebook Live. À gauche, Rached Ghannouchi, le président de l'Assemblée, fer de lance du parti d'inspiration islamiste Ennahda qui n'arrive plus à gérer. À droite, la députée Abir Moussi, héritière autoproclamée de Bourguiba et Ben Ali, qui s'empare de la tribune et qui refuse d'en être délogée. Comme la majorité des Tunisiens, cette journaliste politique est atterrée. Ça décrédibilise notre pays à l'échelle internationale au moment où on a vraiment besoin de soutien. On a vraiment besoin de stabilité politique. Ceux qui se sont déchirés durant le régime de Ben Ali, incapables de cohabiter dans l'enceinte démocratique. Des partis irréconciliables. Si vous parlez sous l'égide de la démocratie et vous êtes en train d'instaurer une dictature des frères musulmans, je pense, là, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que c'est très dangereux. Nous, on est en train de défendre l'État. C'est des fascistes. Ils ont une conception que l'État, c'est eux. L'État, c'est l'héritage de Ben Ali. Donc l'État, c'est l'héritage de la dictature. À chaque jour, son lot de nouvelles vidéos. Ici, on retrouve la députée Merzia Labidi. Les bagarres se multiplient, les uns et les autres s'accusant mutuellement des mêmes mots. Quand on voit ces deux partis qui sont deux extrêmes, quand Abir Moussi ou bien Ennahda prennent en otage l'institution du Parlement,
qui est le cœur de la démocratie tunisienne. Ce sont réellement des ennemis de la démocratie. L'Assemblée doit vite retrouver un peu de sérénité. C'est elle qui devra accorder la confiance au nouveau gouvernement, sans quoi le pays s'enfoncera dans une nouvelle crise politique, fragilisant la transition démocratique. Mehdi Elleuch, je me tourne vers vous à Tunis. La classe politique tunisienne est en pleine déliquescence ? Oui, on peut le dire. Les élections législatives de 2019 ont amené au Parlement de nouvelles forces qu'on peut qualifier de populistes et qui ont justement intérêt à semer ce climat, ces tensions, parce que justement ils profitent de ce climat de bipolarisation. Et d'ailleurs, ça paie. On voit ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Il y a des centaines de milliers d'internautes qui regardent, en majorité qui apprécient, en tout cas des deux partis, qui apprécient ce qui se fait au Parlement. Ce qui fait que dans les sondages, par exemple, on voit le parti de Mme Abir Moussi, le parti d'historiens libres, qui est actuellement premier, grâce au blocage, à son opposition radicale, pas toujours dans les normes habituelles de ce qui se fait au Parlement, face à Nahda et au président du Parlement, Rachid Ghannouchi. Alors cette crise politique arrive de plus à un moment où le pays est frappé, comme beaucoup d'autres, par les retombées économiques et sociales de la pandémie de Covid-19. Est-ce que les Tunisiens risquent de perdre patience, Hatem Lafti ? Oui, je le pense, parce que tous les voyants sont au rouge. On n'arrête pas. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas audible aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des experts, il y a des prévisions, il y a la Banque centrale, il y a l'équivalent de l'INSEE qui n'arrête pas de dire que la Tunisie va connaître la plus grande récession depuis l'indépendance. On n'a jamais connu ça, c'est-à-dire ni en 86, il y a une grande récession en 86, une autre, après la crise de 2008, on n'a jamais connu une situation pareille. Le pays est exsangue depuis des années, c'est-à-dire que la révolution est un acquis démocratique, mais en même temps, ça s'est aussi payé économiquement parlant. Il y a une instabilité économique et ça continue. Et on voit que malheureusement, ce qui occupe la classe politique, en tout cas une partie, je n'aime pas généraliser, mais en tout cas une partie importante de la classe politique, c'est de s'écharper en déconnexion, totale avec la population. Si on se tourne du côté de la population, on sait qu'il y a deux Tunisie, Mehdi Elleuch, il y a celle, on va dire, des régions côtières, celle des terres de l'intérieur. On a vu encore récemment qu'il y avait beaucoup de tensions sociales. En quoi les difficultés, les aspirations sont différentes ? Je préfère une autre division. Disons qu'il y a une certaine élite pour qui le clivage principal est entre modernistes, ou ceux qui se réclament du modernisme et de l'héritage de l'État post-indépendance, et de l'autre côté, les islamistes et conservateurs. Ce qui fait que depuis la Révolution, on a vécu sous ce clivage-là. À chaque élection, qu'on vient de le dire Hatem, à chaque élection, nous avons deux grands partis qui font le chantage du vote utile, parce que sinon c'est l'autre camp qui va remporter les élections. Ce qui fait qu'on a rarement discuté du programme socio-économique, des problèmes concrets, quotidiens des Tunisiens et des Tunisiennes. Ces dernières élections, on a commencé à avoir un changement, notamment aux élections présidentielles, avec la victoire écrasante du nouveau président Kais Saïed, parce que le second tour des élections présidentielles était beaucoup plus vécu par les Tunisiens comme un référendum sur la probité, sur l'intégrité, parce que face à lui, il y avait Nabil Karoui qui représentait les soupçons de corruption, de blanchiment d'argent, etc. Donc on a Pardonnez-moi, Kais Saïed est au pouvoir depuis même pas un an. Quel est son bilan, si on peut parler d'un bilan déjà ? Alors, c'est compliqué de parler de ça, parce que de dresser un bilan, parce qu'il faut savoir que si le président de la République est élu au suffrage universel, il a en réalité très très peu d'impact sur la vie quotidienne des gens. C'est le Premier ministre qui tient C'est le Premier ministre qui tient. C'est un régime qui est plutôt parlementaire. Ça ressemblerait, pour schématiser pour ceux qui connaissent le système français, à ce que serait la République en cas de cohabitation. C'est-à-dire le régalien au président de la République et le quotidien au Premier ministre. Mais en attendant, on nous le présentait comme un conservateur qui allait rigidifier la Tunisie. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est quelqu'un de clairement conservateur sur le côté sociétal de la chose. Donc, il a eu
des propos très durs à l'encontre notamment des homosexuels. Et le nom qui est sorti tout à l'heure de Mohamed Salah Ben Ali, ça c'était un ancien ministre de la Justice qui s'est prononcé pour l'abolition de l'article 230 du Code pénal qui pénalise les relations homosexuelles. Donc on s'est dit, c'est peut-être une ouverture de contrebalancer, mais en réalité, encore une fois, il peut être très conservateur, il n'est pas compétent dans ces matières-là. Donc en revanche, pour l'instant, on a parlé de quelqu'un d'assez inexpérimenté, ce qui est vrai. Pour l'instant, sur les relations internationales et sur la défense, il y a eu des couacs au niveau, avec notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères et avec quelques diplomates, mais pour l'instant, il s'en sort plutôt pas mal dans un contexte qui est assez explosif avec ce qui se passe notamment en Libye. La Tunisie est souvent citée en exemple après ces printemps arabes, un pays qui continue sur la voie de la démocratisation. Alors il y a évidemment cette valse des gouvernements, mais globalement, comment s'en sort le pays, Madi Eloche ? C'est clair que la situation est plutôt difficile, que ce soit la situation socio-économique, on le savait déjà, mais également la situation politique. On est en train de vivre une crise entre les différents pouvoirs. Les rapports entre le président de la République d'un côté, l'institution parlementaire et surtout son président de l'autre sont très tendus. Par exemple, le président de la République n'invite plus Rachid Ghannouchi, le président du Parlement, qui est en même temps l'inamovible président de Nahda depuis 3 décennies, ne l'invite plus au Conseil de sécurité nationale. Donc on voit que les rapports sont très difficiles. Peut-être qu'on peut expliquer ça par le revirement de Nahda juste après les élections, après avoir soutenu Kais Saïed et mené campagne contre tout ce que représentait Nabil Karoui et son parti Al-Tounes. Juste après les élections, ce sont devenus des alliés. Peut-être que Kais Saïed n'a pas accepté ça. Peut-être aussi que Kais Saïed, probablement, il n'accepte pas les ambitions de Rachid Ghannouchi qui entend profiter de sa place à la tête de l'AFP pour concurrencer le président de la République, notamment sur les questions des affaires étrangères. Donc, tout ça rend là aussi, on est de nouveau un peu dans toutes ces relations assez compliquées à l'interne. Juste un mot vraiment, oui-non. Est-ce que la Tunisie confirme en fait sa progression vers un régime démocratique et le choix qui a été fait il y a presque une dizaine d'années? Malheureusement, je vais répondre par oui et par non. C'est-à-dire 10 ans après, la révolution continue. Pour l'instant, toutes les élections ont donné une majorité à des personnes qui sont pour la démocratie. Là, comme l'a indiqué Mehdi, les sondages donnent un parti qui est contre-révolutionnaire et qui est nostalgique de la dictature, qui peut arriver au pouvoir et donc signerait le glas de la démocratie. Hatem Nafti, merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau. Merci à vous, Madi Eloche, de nous avoir rejoints depuis Tunis. Merci à vous deux. À très bientôt.